Au nord du pays, c'est un parti séparatiste. C'est-à-dire un parti qui est le premier parti de Flandre et qui souhaite, ni plus ni moins, scinder notre pays, parti avec lequel j'essaye de nouer des relations qui sont des relations saines, des relations normales entre deux partenaires, même si on ne partage pas du tout les objectifs politiques. Mais pour trouver un compromis, il faut bien discuter, et ça a duré 1 an. Ça a duré du mois de juin, au lendemain des élections, jusqu'en juillet 2011. Après 1 an, c'était impossible, et là, je me suis trouvé, à titre personnel, devant un carrefour fondamental de mon existence, mais aussi un carrefour important des populations en Belgique, et singulièrement les francophones, et dans les francophones, singulièrement les Wallons. Ou bien je prenais la tête d'un mouvement de revendication purement francophone, voire purement wallon, ou bien j'essayais de faire le maximum pour aller vers un compromis. La première voie qui était de dire « restons les plus fous, les plus forts, et on va voir ce qu'on va voir, etc. » Bien, cette voie-là, je ne l'ai pas empruntée, parce que c'est une voie dont on connaît le commencement, mais dont on ne sait ni quand, ni comment. Décidément, c'est ma chance. Tiens, tu vas peut-être faire mettre. Mais ça va, tu sais, je vois clair. Donc, ni quand, ni comment ça se termine. Alors, on a choisi la voie du compromis. J'ai déposé à l'époque ce qu'on appelle une note de base. On a beaucoup discuté. Pour finir, 8 formations politiques ont décidé de faire des réformes institutionnelles. Le principal souci des néerlandophones, c'est de trouver des femmes et des hommes pour travailler dans leur entreprise, avec une adéquation des offres d'emploi. Et donc, c'est par ailleurs pour ça qu'on parle de migration, d'immigration choisie, etc., parce qu'ils ont un vrai besoin de main-d'œuvre. Et bien entendu, les réalités sont très différentes. Donc, quand on forme le gouvernement, les partis néerlandophones du gouvernement viennent avec le fait que le principal parti est séparatiste, que le principal parti veut scinder le pays, eux viennent et disent « Ok, on ne va pas scinder, on va essayer de trouver un compromis, mais ils viennent avec des exigences qui sont les exigences, bien entendu, du nord du pays, pour leur propre population, leurs propres électeurs. C'était quoi les exigences? Ben, c'était par exemple la pension à 67 ans. C'était par exemple payer le chômage 2 ans, puis c'est tout. C'était ce genre d'attitude, et je peux faire comme ça une liste. On n'est pas allé jusque-là. Mais quand aujourd'hui j'entends les uns et les autres reprocher ceci en matière sociale, les allocations de chômage, tout cela, je comprends. Je suis d'ailleurs peut-être le mieux placé pour le comprendre, mais ça ne sert à rien d'asticoter le cocotier, et je les vois tantôt critiquer le gouvernement Papillon, tantôt ci, tantôt là, tantôt jouer les fers. Et alors, avec qui va-t-on parler? Ben, avec qui? Quel est l'interlocuteur en face? Vous voyez, la sécurité sociale, c'est nous tout seuls, avec nos propres cotisations, qui allons réussir ça. Vous voyez ce que ça signifie si nous étions seuls à bord? Quel déclin ce serait? Ce ne serait pas simplement une accélération de la décroissance, ce serait quelque chose d'absolument inimaginable. Et donc, il faut, et il a fallu, bien entendu, dans les compromis, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire une insatisfaction permanente, on n'a jamais ce qu'on veut totalement, il a fallu aller vers des compromis. Nous devons préparer le budget 2014 avec des exigences très fortes. Alors, je pourrais tenir le discours qu'on entend, qui est « tout est à cause de Bruxelles », enfin Bruxelles, la Commission européenne, c'est à cause de l'Union européenne, c'est à cause de ci, de là, et je répondrai à la question tout à l'heure, l'Allemagne, le rôle, etc. J'essaierai de l'expliquer. En fait, c'est un tout petit peu plus complexe. Et pour comprendre ça, j'ai préparé une dia. Regardez ceci. On est dans les années 80,
et là on est en 93-94. En 93, le stock de dette, donc qu'est-ce que c'est ceci? C'est la dette des autorités publiques. Ce n'est pas la dette des Belges. Parfois on dit la dette des Belges. Non. Les Belges, en moyenne, malheureusement, ce n'est pas tout le monde, mais les Belges en moyenne en termes d'épargne et de patrimoine avec l'immobilier, comment dirais-je, un avoir qui représente 500% du produit intérieur brut. À part Singapour, nous sommes parmi les plus, entre guillemets, riches, avec une très mauvaise répartition, chez les citoyens. Mais donc, c'est d'ailleurs parce que nous avons cette réserve avec l'immobilier et l'épargne que nous avons pu rétablir notre crédit malgré une dette que je vais vous expliquer. Et donc ici, non, pas celle-là, la dire précédente. Donc ici, voilà le phénomène. Quel est ce phénomène depuis 80 jusqu'en 93? À un moment, nous avions du déficit dans le budget. Et chaque année, il fallait emprunter de l'argent pour combler le déficit. C'est un peu comme dans une famille, il vous manque 150 €, vous les empruntez, le mois d'après, il vous en manque 300, vous empruntez, mais ça fait 300 plus 150, 450. Le mois d'après, vous empruntez 400. 400 plus 450, ça vous fait 850. C'est l'effet boule de neige. Quand vous avez un effet pareil sur la dette, automatiquement, quand chaque année dans votre budget, vous devez inscrire les remboursements aux institutions financières, comme celui qui achète sa maison, qui rembourse tous les mois. Mais à force d'avoir l'effet boule de neige, le montant nécessaire pour rembourser est de plus en plus grand. Mais tout l'argent qu'on met pour rembourser, vous ne le mettez pas pour le corps sain, c'est-à-dire pour la sécurité sociale, pour l'éducation, pour les soins de santé, pour tout ce que vous pouvez imaginer, pour les travaux, pour la justice. Donc, avoir un budget avec un effet boule de neige comme on l'a connu, ça, pour un pays, il n'y a rien de plus catastrophique, c'est le cancer majeur. Ce qui a été fait, c'est de serrer la vis en termes de programmation, obliger les États de réduire d'une manière, je dirais, véritablement drastique, les déficits. Et à l'époque, on avait estimé que les croissances économiques qu'on allait connaître, ça allait être 2,4-2,5%. Or, que s'est-il produit? Cette croissance qui avait été estimée à l'époque, mais ce n'est pas du tout révélé vrai, d'ailleurs, c'est des croissances parfois négatives de moins 0,1, le niveau européen moins 0,3, enfin au niveau de la zone euro, mais à ce moment-là, on prend au niveau européen ce qu'on appelle des règlements et des directives. Règlements et directives, vous voyez qu'il y en a 7. Ça s'appelle six-pack, two-packs, mais ça c'est pour le jargon. Ce que vous devez simplement retenir, c'est que les règlements européens, ce sont des lois européennes que nous ne pouvons pas contester. C'est-à-dire que ce sont des lois qui s'imposent au-dessus de la loi belge, au-dessus des décrets. Et donc, oui. Ah, mais justement, donc là, vous posez la bonne question. Le Parlement national, dans cette affaire, n'a rien à dire. C'est le Parlement européen. Et il a été voté par le Parlement européen. Et ça, j'en dirais un mot, mais parce qu'il y a une majorité conservatrice au Parlement européen qui accueille et qui a accueilli à cette époque-là l'idée qu'en réduisant drastiquement les déficits, on allait voir le bout du chemin. Preuve en est aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais le malheur, c'est que tout ça reste et s'applique. Et vous ne pouvez pas demander à un Premier ministre en exercice, que ce soit moi ou un autre, à un gouvernement, que ce soit celui-ci ou un autre, de ne pas respecter la loi. Nous devons impérativement, nous sommes sous contrôle de la Commission européenne, et bien entendu, nous y sommes tenus. Donc, il y a des raisons objectives pour notre propre budget de le faire, et il y a cette obligation
vous avez entendu il y a encore 2-3 jours un avis de la Commission pour le budget 2014, et comme ça va vraisemblablement vous fâcher encore plus, mais je vous comprends et vous avez raison, hein, mais c'est comme ça. Donc pour 2014, nous ne pouvons pas, vous m'entendez, présenter le budget quand nous le voulons. Nous devons d'abord présenter à l'Union européenne avant le 15 octobre le projet de budget, puis la Commission européenne remettra son avis à la fin du mois de novembre pour 2014, et ce n'est qu'alors qu'on pourra discuter et voter le budget. Ça veut dire que plus encore que par le passé, plus rien n'est possible chez nous sans qu'il y ait des allers-retours en permanence avec la Commission européenne. Vous devez savoir, vous l'avez vu vraisemblablement, à un moment donné, je suis parti en voiture avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, voire un commissaire européen. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que nous faisons, qui est déjà très difficile, et ce qui nous attend, qui reste très compliqué, on a essayé de desserrer un peu les taux. Les gens qui travaillent aujourd'hui payent pour les pensionnés d'aujourd'hui. Et donc, c'est le système de répartition, qui est d'ailleurs un système qui a de la pertinence, mais bien entendu, on ne peut pas se dire que nous allons, avec la génération actuelle et nos jeunes, faire supporter tout le poids. Donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, trouver des solutions. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est un défi, on y travaille, il y a une commission ad hoc, mais il faut trouver une solution. Et encore une fois, la meilleure des solutions, vous savez c'est quoi? C'est d'avoir une croissance économique. La meilleure des solutions, c'est de retrouver un nombre important d'entreprises, du travail, parce que même si à ce moment-là, il y a des effets, c'est clair que ce sera toujours beaucoup plus facile que de ne pas avoir la croissance comme nous la connaissons aujourd'hui. Il faudra faire des choses, pas ce détail comment il faut le faire. Si ça vous intéresse un jour, je peux revenir. Il y a des possibilités, mais nous, c'est un défi. Un autre défi, c'est la compétitivité de nos entreprises. Alors, c'est un sujet qui est inimaginablement compliqué. Et pour répondre à votre question, notamment à la Louvière, la sidérurgie et sur certaines entreprises. Et j'ouvre une parenthèse. Le monsieur qui s'est levé tout à l'heure en disant « enfin, c'est compliqué à mourir, administrativement, nous avons des complications qui n'en finissent pas », je pense que vous avez raison. On fait du travail de simplification, mais vraiment, je plaide partout et singulièrement dans les administrations publiques de Wallonie, l'administration doit être au service des gens et des citoyens, bien entendu en faisant respecter les choses, surtout quand on est un pouvoir public d'autorité, mais on doit accompagner, on doit aider tout qui travaille d'une manière ou d'une autre, parce que ce n'est pas le travail qu'il y aura une création de richesse, ce n'est pas le travail qu'on va finir par s'en sortir. Travail dans le domaine de l'environnement, enfin je pourrais vous parler dans le domaine du logement, dans le domaine des personnes du troisième âge, etc. Donc ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des choses à changer, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Alors en termes de compétitivité, il y a les PME, on essaye au maximum d'alléger leurs charges, d'abord administratives, de les maintenir en vie. L'une des grandes difficultés, c'est que beaucoup de PME sont des sous-traitants de très grandes entreprises. On a connu ça chez nous, avec les charbonnages, les sidérurgies, etc. Et puis, il y a les grands secteurs avec des histoires très compliquées. On ne peut pas comparer la Louvière, par exemple, avec ce qui se passe à Mittal. Chez Mittal, on voit bien que la situation était encore plus ou moins soutenable, mais le groupe a décidé, pour des raisons de maximalisation du profit, de ne pas continuer. À la Louvière, c'est un autre, comment dirais-je, autre chose qui s'est produit, notamment avec du Ferco. À un moment donné, on ne vendait quasiment plus du tout d'acier. Pourquoi? Parce que les politiques d'austérité menées un peu partout en Europe et ailleurs ont réduit la consommation, ne serait-ce que la consommation d'achat de voitures, etc.
médicaments sont hors de prix, les appareillages sont hors de prix. Alors, j'ai entendu, mais pourquoi on n'oblige pas de mettre exactement les montants, tant chez les avocats que chez les médecins? La loi prévoit qu'ils le fassent. Comment ils le font, je ne le sais pas, mais normalement, ils sont tenus par le faire. Mais, bien entendu, comme dans beaucoup de choses, on n'est pas derrière chacun. Mais je reviens aux soins de santé et aux défis. Nous devons tenir compte d'une augmentation très importante des coûts de la technique de soigner, et en même temps, l'argent ne rentre pas. Donc comment va-t-on faire? Où va-t-on faire la hiérarchie? Et il ne faut surtout pas aller dans le système anglo-saxon, britannique ou américain. Pour vous donner deux nombres pour comprendre, chez nous, c'est la sécurité sociale qui intervient, allez, je vais dire 90%, 95%, tout ça dépend, parfois même plus. Et par tête d'habitant, le soin de santé en Belgique par an, ça coûte environ 4 000 $. Je parle des dollars parce que les comparaisons sont faites avec les États-Unis. 4 000 $, et en réalité, là-dedans, ben, vous voyez ce que vous dépensez quand c'est par ordonnance, hein, donc, parce que moi aussi, je vais acheter du Dafalgan et des choses comme ça, mais ça, ce sont les soins de santé, mais c'est, comment dirais-je, de l'automédication, et ça, il faut, si vous mettez votre facture avec tout ce que vous avez envie de prendre, c'est autre chose. Je veux dire, ce que le médecin prescrit. En les 4 000, 90%, 95% relèvent de la sécu. Dans un système comme le système américain, qui est basé sur des assurances, où il faut une carte Gold, une carte Silver, une carte ordinaire, des hôpitaux classés et tout le bazar, et où on vous demande d'abord votre carte de crédit avant de vous soigner, par tête d'habitant, c'est 8 000 $. Ça veut dire que le système anglo-saxon coûte aux gens, mais là c'est eux qui payent, 2 fois plus cher que le système que nous avons chez nous par la sécurité sociale. Ceci étant, le défi est là. Je veux dire, plus le temps passe, plus il y a une tension entre les coûts et qu'est-ce qu'il faut faire avec la sécurité. Là aussi, c'est un défi pour le gouvernement et on y travaille. Je peux continuer. La justice est un défi en soi, que ce soit en termes de prison, en termes de prodéo, que ce soit en termes de coûts. Il y a là aussi, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes forcés de demander de réaliser une priorité dans ce qui se fait. Je m'en explique. C'est vrai là comme ailleurs, mais c'est singulièrement vrai dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de la justice. Tout est bien. Sauf que c'est pas grave. Donc, il faut en profiter. Et donc, je disais, dans le monde de la justice comme dans le monde de la sécurité, aujourd'hui, il y a de nouvelles priorités, je n'entre pas dans le détail, mais on ne peut pas accorder la même attention à tous les segments, à tous les problèmes. Il faut faire une hiérarchie, qu'est-ce qui est le plus important pour la sécurité des citoyens et leurs biens, et puis décliner. Et on va devoir faire, je dirais, presque une pyramide à l'envers. Et bien entendu, il y aura des domaines où il y a un peu moins de personnel, où ce n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Voilà, je ne sais pas, moi, l'arbre du voisin qui vient sur votre jardin et qui est insupportable, ça c'est insupportable, mais c'est moins insupportable qu'une bombe qui saute quelque part et qui tue 5 personnes. Donc on va essayer de garder, je dirais, notre système, notre modèle, pour qu'il y ait un avenir. Mais aux jeunes, et s'il y en a dans la salle, je leur dirais, de grâce, si vous en avez la possibilité, faites des études. Alors, tout le monde ne doit pas aller à l'université, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que même quand on est ouvrier, il faut être ouvrier qualifié. Quand on est technicien, il faut être technicien qualifié. Et je ne sais pas si on peut montrer une dia. On montre souvent ma tête ici. Donc, regardez, simplement... Et je répète pour la deuxième fois, il ne faut pas que les gens aillent nécessairement à l'université. Je connais bien des universitaires qui ne valent pas tripette, donc ce n'est pas ça du tout. C'est simplement pour vous donner une indication. Vous voyez, quand on n'a pas fait d'études du tout, aujourd'hui, il y a 26% qui sont irrémédiablement au chômage. On doit faire des efforts terribles de formation. Si vous avez fait des études
de type universitaire, la probabilité n'est que de 4,3% de se retrouver au chômage. Avec, si vous faites des études du genre technique ou scientifique, il n'y a quasiment aucun chômage. Donc, revenons, si pas à ma tête, en tout cas autre chose. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'on doit dire aux jeunes, s'ils en ont la possibilité, quel que soit le segment qu'ils ont choisi, il faut qu'ils travaillent et qu'ils aillent le plus loin possible dans leur segment. Que ce soit ouvrier, que ce soit technicien, enseignement supérieur, enseignement universitaire. Et s'ils en ont les capacités, l'envie et la possibilité, dans les domaines scientifiques, on demande des gens à pleurer. On a permis aux entreprises qui engagent les 3 premières personnes d'avoir des réductions de charges, etc. On met 10 000 jeunes en stage dans les entreprises. On a accordé l'adaptation au bien-être malgré toutes les difficultés. Et, comme ça je réponds aussi à une question souvent posée, en matière de salaire, la difficulté que nous avons, c'est qu'on discute de salaire tous secteurs confondus, et bien entendu, d'un secteur à l'autre, ce n'est pas la même chose. J'ai entendu dire, il y a un gel des salaires. Mais il n'y a pas de gel des salaires. La preuve, c'est qu'en janvier, ou plus tard en février, vous avez eu, comme moi, 2,2% d'augmentation de l'indexation. Alors, bien entendu, on peut juger que ce n'est pas suffisant. On peut dire que ça ne va pas. Mais nous sommes le seul pays, avec le Grand-Duché du Luxembourg, dans toute l'Union européenne, dans une conjoncture affreuse que nous n'avons pas voulu, où malgré tout, nous maintenons une liaison, nous faisons en sorte de ne pas lâcher trop et de permettre aux personnes de maintenir un pouvoir d'achat le plus décent possible, et les plus petites allocations, nous continuons à les soutenir. Nous le faisons, bon voilà, je veux dire, c'est peut-être pas suffisant, on voudrait en faire plus, mais c'est comme ça. Même la liaison au bien-être, nous l'avons fait, sans oublier qu'à ce jour, en termes de sécurité sociale, et voyez comme c'est important, notamment pour la Wallonie, tout est, je dirais, quasiment maintenu. Alors bien sûr, à la marge, il y a des corrections. Mesdames, Messieurs, il faut se rendre compte qu'avec les montants qui sont là, la situation, nous maintenons. Et on essaye de continuer dans cette voie. Alors, maintenant, sur le plan international, et ça me permet de répondre à la question des banques. La question des banques est une question que dans certains milieux, on essaye d'éluder. On en est presque à croire, si vous lisez certains magazines, si vous écoutez certaines personnes, et en général, ce sont des personnes qui ont des rémunérations très confortables. Et avec ces rémunérations confortables, elles sont conseillées, elles disent ce qu'il faut faire, mais aux autres. Les autres doivent se serrer la ceinture pour redresser la situation. Je n'appartiens pas à cette situation, à ce genre de personnes. Je pense qu'on doit vraiment analyser les causes de la crise et trouver des solutions. Avant 2008, vous avez vu les courbes. C'était pas le paradis, je ne sais pas comment il est, mais en tout cas, nous étions sur un chemin qui n'était pas si mal que ça. C'était difficile. Enfin, on avait de l'espoir. Puis en 2007 aux États-Unis, en 2008 chez nous, c'est la gestion des institutions financières, pas de toutes les institutions financières. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est là, si Fortis, ça résonne quand même dans les oreilles de tout le monde, Dexia aussi, et on n'a pas fini, notamment avec Dexia, eh bien à ce moment-là, on a connu ce drame. Premier élément que j'essaye d'obtenir au niveau européen, on avance, on n'y est pas encore, je passe au détail, c'est que pour l'avenir, parce que tout peut se produire, il peut encore avoir des accidents, simplement parce que le monde de la finance est un monde robotisé, automatisé. Vous savez qu'à la bourse de New York, plus de 80% des opérations sont totalement robotisées. Il n'y a plus d'êtres humains qui sont derrière. Ils captent, il y a pas 2 semaines d'ici, on avait un tweet, vous savez ce que c'est qu'un tweet? Tweeter. Hein? Donc on envoie un petit message comme ça, il faut être à la mode, Facebook, tweeter, bazar, bon. Hein? Mais donc, on tweet,
Et on avait tweeté, donc quelqu'un avait tweeté qu'Obama avait été blessé, et automatiquement la bourse de New York a commencé à baisser d'une manière absolument dramatique. Personne ne savait comment faire, simplement parce que les robots, les algorithmes répondaient à des signaux qui n'ont rien d'humain. C'est pas humain, c'est simplement de la robotique. Et je peux continuer comme ça. Quoi qu'il en soit, pour nous, pour que demain, s'il devait y avoir un accident, on ne soit pas à nouveau obligé d'amener de l'argent et puis de le faire compter dans notre dette publique, de le faire compter dans notre déficit et donc le porter dans le compte des citoyens, il faut qu'au niveau européen, c'est le mécanisme de l'union bancaire qu'on essaye de faire, c'est que c'est alors l'Union européenne, par un mécanisme que je n'explique pas, qui va prendre en charge les coûts qu'il faudrait mettre, les investissements, la recapitalisation pour justement éviter d'avoir à nouveau un phénomène comme Fortis. Ça, c'est le principal. Le deuxième élément, on a maintenant, alors que les progressistes se battent depuis presque 20 ans, la taxe des transactions financières. Donc, c'est-à-dire essayer de prélever un petit quelque chose sur l'ensemble des flux des transactions financières. Bon. Alors là, aujourd'hui, après de multiples réunions, pour finir, dans l'Union européenne, nous sommes 27 et à partir de juillet, 28 pays. Les 27 se sont mis d'accord pour que 11 pays puissent avancer tout seuls. Bien. Si vous voulez, il n'y a pas une Europe. Il y a autant d'Europe qu'il n'y a de pays. Autour de la table, il y en a quelques-uns qui ont le sentiment européen. Mais la plupart sont très attachés aux questions domestiques. Si vous prenez mon collègue David Cameron, lui, il ne dit jamais Europe. Il dit single market, je traduis, le marché commun. Pour lui, l'Europe, c'est le business. Alors on dit, oui, mais les Britanniques, nos cas, hein? Mais il n'y a pas que les Britanniques. Mon collègue, qui est d'ailleurs un type remarquable, mon collègue néerlandais, il est, je ne sais pas qui de lui et de David Cameron est le plus libéral dans le sens premier. Bah, s'il c'était que deux, ça va. Ah ben non, mais il y a le finlandais, il y a le suédois, il y a le tchèque, et il y a même des gens proches de nous dans notre famille politique, celle que je fréquente, qui va du côté de cette dimension. Ce qui veut dire qu'au niveau européen, il y a un groupe de leaders dont la philosophie est une philosophie qui consiste à dire l'État doit se réduire, la sécurité sociale doit se réduire, et que si on réduit l'État, si on réduit la sécurité sociale, là, on va s'en sortir. L'exemple de tout ça, ça a été en Italie. Mon collègue qui vient de sortir de charge, Mario Monti, qui était commissaire européen, on l'appelle le père, justement, du marché unique. Hein? Il est arrivé, professeur dans des universités, il a appliqué à la lettre les mesures les plus sérieuses, donc, je dirais, dans les plus grands bureaux d'études, c'est nickel. Nickel. Mais un pays, la politique, c'est pas une science, hein, c'est pas une entreprise, la politique, c'est un art. Et les citoyens respirent, ce ne sont pas des choses, ils ont des tripes, des sentiments. Et que s'est-il produit? Vous avez vu le désenchantement actuel? Vous voyez le résultat électoral avec Grillo et l'impossibilité de former un gouvernement. On a dû passer au numéro 2, au demeurant, quelqu'un que je viens d'apprendre à connaître qui est remarquable. Il a dû faire un gouvernement, pas tout à fait à la belge, parce que moi j'en ai 6 et 8. Lui, il fait avec 2, c'est déjà... Bon, je trouve que c'est quand même simplifier un peu le problème, mais déjà ça lui est compliqué, mais vous voyez où on en est. Donc, je reviens, les ultralibéraux, certains qui ont ce sentiment qu'en prenant des mesures, en réduisant, à l'instar des libéraux, ça va aller. Puis alors, il y en a d'autres, comme par exemple Madame Merkel. Pourquoi a-t-elle insufflé
cette politique, je ne pense pas que c'est avec des dessins sinistres comme on peut l'imaginer, et du fond de moi-même je ne peux pas l'imaginer parce que en tant que femme elle a sa propre valeur, mais dans son gouvernement c'est une coalition avec des libéraux très, des ultralibéraux. Je n'ai rien contre les libéraux, je ne parle pas des libéraux de chez nous, je ne parle pas du MR, je parle de la philosophie des libéraux. Et là, elle est dans une situation où elle a dû, au moment de la Grèce, et notamment en 2009, insuffler, elle a dit il faut prendre des mesures. Et puis la Commission européenne a pris les mesures, et vous voyez, c'est les fameuses mesures, règlements, six-pack, etc. Et c'est ça qui est la conséquence que nous avons aujourd'hui. Comment dirais-je, les règlements et autres. Mais si on ne change pas, si on n'améliore pas, si on ne donne pas plus de temps, plus de souplesse, ma grande crainte, c'est que dans chaque pays, la grogne, la rancœur sera tellement forte qu'au moment des élections européennes, nous risquons une catastrophe au Parlement européen. Mais le Parlement européen, c'est aussi important, voire plus important que nos parlements nationaux. Parce qu'aujourd'hui, en termes de directives, de règlements, et vous voyez quand on prend un règlement, ça s'applique. Poum, à la ligne, il faut avancer. Donc là, c'est vrai qu'il y a un risque à cet égard. Alors, j'en termine avec une question que je n'élude pas.